Ok, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, hein. C'est un peu bizarre de parler à son écran comme ça et de ne voir personne en face, mais bon, on va quand même essayer. Donc, je m'appelle Jean-François Imbert, je suis chercheur à l'INRAE et je travaille dans un institut qui s'occupe d'écologie et des sciences de l'environnement à Paris et qui est localisé à Sorbonne Université. Donc ça fait quand même quelques années maintenant que je travaille sur les cyanobactéries. Et donc à la demande de Lydie, j'ai préparé un exposé un peu général d'introduction à cette journée. Alors comme Lydie vous l'a dit précédemment, les cyanobactéries, on sait que c'est une histoire qui revient chaque été, hein, et qui revient à nos oreilles à travers les interdictions, à travers les articles de presse, à travers les panneaux sur les plages et toutes ces choses-là qui sont pas toujours très agréables à voir ou à lire. Mais c'est une réalité qui dure maintenant depuis une trentaine, une vingtaine d'années et avec laquelle il faut composer. Alors, pourtant, au départ, quand on réfléchit bien à cette question des proliférations de cyanobactéries, on se dit que c'est une histoire qui est pas si compliquée que ça, puisque il est quand même largement admis par tout le monde que la principale raison des proliférations de cyanobactéries, c'est les apports excessifs en éléments nutritifs dans les plans d'eau, et notamment en phosphore et en azote, et c'est illustré sur la diapositive avec une prolifération de cyanobactéries dans le lac Taewu en Chine, là, qui est assez spectaculaire. Et donc, on comprend que ces proliférations, en fait, si vous apportez trop à manger dans un lac, ben, il va produire beaucoup de biomasse organique. Et souvent, cette biomasse qui produit, ce sont des cyanobactéries dans les lacs. On peut d'ailleurs faire une espèce de parallèle entre ce phénomène d'apport excessif en nutriments dans les lacs et ces proliférations de cyanobactéries avec la question de l'obésité qui relève à peu près du même déterminisme global, c'est-à-dire que si on apporte trop d'éléments nutritifs dans un organisme, ben on va aussi avoir tendance à fabriquer de la biomasse en excès. C'est illustré par la photo du fameux film La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Et voilà, comme point d'illustration. Donc on se dit que finalement, et comme pour l'obésité d'ailleurs, l'eutrophisation à l'obésité, on a souvent des discours un peu simplistes et on se dit finalement, c'est pas si compliqué à combattre que ça. Il suffit d'arrêter de bouffer et on sera plus en surpoids et on sera plus obèse. Mais on se rend compte que dans la réalité de la vie, ça se passe pas tout à fait comme ça et on se rend rapidement compte que cette relation, elle n'est pas simpliste comme on avait tendance un peu à le décrire avant. Elle est bien plus complexe que ça. Et elle est plus complexe que ça pour diverses raisons, notamment parce que ce que l'on sait, c'est qu'il y a déjà une variabilité individuelle, hein. Je suis sûr que chacun de vous est confronté à ça. Moi, j'ai une épouse qui peut manger beaucoup plus que moi et qui prend jamais un gramme, alors que moi, il faut que je fasse continuellement attention. Ça fait partie des réalités qui sont liées à notre microbiote intestinal, à l'épigénétique, à plein de choses hein, qui sont bien décrites. Et pour les lacs, c'est pareil. Lydie l'a d'ailleurs très bien illustré tout à l'heure. Il y a des lacs qui sont soumis à des blooms récurrents de cyanobactéries. Il y en a d'autres, c'est épisodique. Il y en a, c'est jamais. Et on comprend pas toujours bien pourquoi certains réagissent, d'autres ne réagissent pas. On sait que le volume, le temps de séjour peuvent jouer, mais pas toujours. Hein, Lydie nous l'a dit tout à l'heure. On sait qu'il y a tout un tas de paramètres comme ça qui vont être processus qui vont intervenir là-dedans. À côté de cette variabilité individuelle qui sont propres à chaque individu ou à chaque lac, on a aussi des déterminismes globaux qui font qu'on est confronté à ces problèmes. Pour l'obésité, on sait que les modes de vie actuels sont des déclencheurs d'obésité parce qu'on est amené à consommer de plus en plus d'aliments pas toujours très sains, parce qu'on est amené à bouger de moins en moins, et le bilan de tout ça fait qu'on fabrique de la biomasse. Et pour les lacs, c'est un petit peu la même chose. On a un déterminisme global sur Terre qui est l'augmentation des populations humaines. Donc, qui dit augmentation des populations humaines dit augmentation des activités, et donc dit augmentation des déchets, enfin de tous les apports qui vont finir dans les plans d'eau. Et puis, Pardon Jean-François, une oui, toute petite interruption. Le diaporama en fait ne défile pas à l'écran, donc voilà. Donc on ne suit pas sur les diapos. Peut-être que c'est pas le bon partage d'écran qui a été fait. Petit souci technique. d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors?
Je fais sans les diapos ou bien peut-être. J'avais envoyé le diaporama à Lydie, elle peut le passer, je le commente. Alors, ça va peut-être être compliqué, soit il faudrait peut-être refaire le partage d'écran. D'accord, je vais réessayer. Pardon pour cette interruption. Il n'y a pas de Mais ce problème. sera peut-être mieux pour le. Ah, Voilà. Là, bon, bah voilà. Là, on voit les diapos. On peut continuer comme ça, je pense. là, vous les voyez? Ouais, Oui. donc il ne faut pas que je me mette en mode plein écran, en fait. Voilà. On est sur la diapo 6, là. Je pense que. Donc là, vous voyez le tableau où il y a variabilité individuelle, déterminismes globaux, etc. Absolument. Ok. Bon, ben, Merci. on va continuer comme ça, hein, c'est pas du tout un problème. Donc, je disais, pour les lacs, ben, les changements climatiques, je vous l'illustrerai concrètement tout à l'heure, vont aussi avoir un effet sur l'eutrophication et sur les blooms de cyanobactéries qui sont finalement les colorants de l'eutrophisation. Et puis, finalement, on sait qu'il y a aussi d'autres aspects sociétaux. Il y a des déterminismes sociaux et économiques. Hein, c'est bien connu que pour l'obésité, c'est un problème bien plus grave dans les gens à faible revenu que dans les gens à fort revenu. Et c'est bien connu que pour les lacs, bien, il est probable que dans les années à venir, les lacs des pays du Sud vont être bien plus perturbés par l'eutrophisation et les blooms de cyanobactéries que les lacs des pays du Nord, où on a les moyens de mettre en œuvre des approches pour réduire cette eutrophisation. Il y a eu aussi des choix politiques et économiques qui sont importants dans ces deux problèmes. Il y a le poids des lobbies. On parle souvent pour l'obésité du poids du lobby du sucre ou du sel. Eh bien, il y a eu le poids du lobby du phosphate pour l'eutrophisation. Quand on regarde l'histoire du lac Léman, qui a connu une phase d'eutrophisation dans les années 80, au siècle dernier, bien la Suisse en 1980 a été capable d'interdire les phosphates dans les lessives et l'Europe a mis 27 ans de plus avant d'y arriver. Et on connaît assez bien l'histoire maintenant. On sait le rôle, par exemple, qu'ont pu jouer des compagnies comme Rhône-Poulenc dans le retard qui a été pris dans ces interdictions. Donc ça fait partie aussi des choses à considérer. Et puis la dernière chose sur laquelle on reviendra, que Lydie a commencé un petit peu à aborder tout à l'heure, c'est que bien, ces deux phénomènes font l'objet d'une marchandisation. Il y a de l'argent qui peut être fait avec ça. Il y a notamment des solutions miracles qui sont proposées, qui rapportent beaucoup à ceux qui en font la promotion. Et c'est aussi un frein à une gestion souvent plus durable des écosystèmes que de la mise en place de ces solutions à court terme. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Alors, pour illustrer un petit peu plus concrètement ces propos, je vais vous faire je vais prendre trois exemples en fait, enfin deux exemples et puis une considération un peu plus générale. Le premier exemple pour expliquer un peu la complexité de l'eutrophisation et des blooms de cyanobactéries, je l'ai choisi en Afrique de l'Est pour vous faire voyager un peu. Donc, on va parler du lac Victoria, qui est une véritable mer intérieure, située aux confins du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, qui est un lac qui est partagé donc par ces trois pays, qui est immense, qui est plus grand que la région centre. Donc, vous voyez ces détails qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Et c'est un lac qui a connu une eutrophisation progressive, qui a touché le lac principal, mais qui a touché aussi toutes les baies et tous les golfs qui sont situés sur le pourtour du lac et sur les bords desquels se trouvent les grandes villes d'ailleurs, notamment la capitale Kampala de l'Ouganda. Et donc, ce lac est maintenant fortement eutrophisé, enfin notamment ses baies et ses golfs. Et cette eutrophisation a des conséquences sur les usages qu'on peut en faire et même sur la santé des gens. Alors l'année dernière, depuis 4 ans, on est un groupe de chercheurs français, d'équipes françaises à travailler avec des équipes locales sur ces questions-là. Et on a publié cette année une synthèse de tous les travaux qui ont été faits sur le lac Victoria, parce que c'est un lac tellement emblématique qu'il attire des chercheurs du monde entier. Donc, finalement, c'est un des seuls lacs en Afrique sur lequel on a vraiment beaucoup de données. Et quand on regarde un peu le lien entre la croissance démographique qu'il y a pu y avoir dans ce lac et ah oui, alors du coup, là, j'ai plus les animations, mais bon, tant pis. La croissance démographique qu'il y a pu y avoir autour de ce lac et les blooms de cyanobactéries, on se rend compte qu'il y a vraiment une grande complexité dans la pollution qui a pu s'installer dans les baies, les golfs et dans le lac principal. Donc, dans ce schéma, vous voyez qu'on part de la croissance démographique des populations, tout en haut du schéma. Et normalement, il y avait une animation qui est illustrée en fait par la densité de population autour du lac qui en
en 40 ans a augmenté d'une façon considérable, hein, entre 5 et 10 fois plus d'habitants autour du lac qu'il y a 40 ans. Donc vous voyez que c'est énorme. Et cette augmentation de la densité de population, elle s'est traduite par une augmentation de la demande en alimentation, elle s'est traduite par une augmentation de la demande en logement, elle s'est traduite également par une augmentation de la demande en produits. Et ça, ces trois demandes se sont traduites par une augmentation des surfaces cultivées, une déforestation pratiquement sur tout le bassin versant du lac, par une augmentation des activités d'élevage, des activités de pêche et d'aquaculture. Et ces trois phénomènes s'étant traduits par des émissions de poussière de plus en plus importantes, qui contribuent pour pratiquement la moitié de la pollution en phosphore et en azote du lac, donc vous voyez que c'est considérable, par une érosion des sols, comme illustré sur la photo en bas à gauche, qui contribue aussi pour une part importante. Et puis l'activité de pêche, elle s'est traduite, elle est illustrée par la photo en haut à droite, vous voyez, c'est une perche du Nil, les fameuses perches du Nil qu'on a consommées en Europe pendant pas mal d'années. Ces perches du Nil, il y a un grand débat autour de leur rôle. C'est un poisson qui n'était pas présent dans le lac, qui a été introduit dans les années 60 et qui s'est mis à proliférer à partir des années 80-90. Et la grande question est de savoir si elles ont proliféré parce que la qualité de l'eau du lac se dégradait, ou si c'est la qualité de l'eau, ou si c'est leur prolifération qui sont à l'origine de la dégradation de la qualité de l'eau du lac. C'est pas encore complètement tranché, mais on se rend compte en tout cas que l'introduction de ces poissons a joué un rôle important dans le fonctionnement de l'écosystème du lac. Alors, en ce qui concerne la demande en logement, ça s'est traduit par une extension des zones urbaines, aussi bien pour de l'habitat formel que pour de l'habitat informel, ce qu'on appelait avant les bidonvilles. Et ça, la grande conséquence de cette extension des zones urbaines, elle a concerné la dégradation des zones humides qui sont très nombreuses autour du lac Victoria. Chaque rivière qui arrive dans le lac est précédée par une zone humide. Zones humides qui sont de plus en plus sur lesquelles on construit de plus en plus, sur lesquelles on amène des animaux pour paître, etc. Et donc, leur pouvoir d'épurateur diminue progressivement et contribue significativement à la pollution de ce lac. Enfin, la dernière, et pas la moins importante naturellement, le dernier processus pas le moins important, c'est l'augmentation des déchets liquides et solides qui sont liés d'une part à l'augmentation des populations, à l'absence totale de collecte des eaux usées et de traitement des eaux usées, mais qui sont liés aussi aux activités industrielles qui se développent sur le pourtour des baies et des golfs. Et tout ça, ça se traduit par des apports très importants en termes d'eau usée et de déchets organiques dans le lac qui contribuent à l'hypereutrophication des baies et des golfs dans ce lac. Et tout ça finit par des cyanobactéries. Donc vous voyez que les chemins de la pollution et les chemins aussi, si vous essayez de vous projeter dans une problématique de réduire la pollution dans ce lac, vous voyez que ça va demander quand même des efforts très importants et des efforts qui concernent des choses extrêmement différentes qui vont de l'occupation des sols jusqu'à la mise en place de réseaux de collecte des eaux usées en passant par tout ce que je vous ai décrit précédemment. Voilà une première illustration de cette complexité. Une autre illustration de cette complexité, elle va être, je l'ai choisie avec le lac Erie. Alors là, on change de continent, c'est aussi un énorme lac qui est situé au nord des États-Unis. Vous voyez la zone de Chicago, la zone des Grands Lacs, là, qui sont vraiment des lacs immenses. Et puis ce lac Erie, c'est celui qui est entouré là sur la photo. Alors c'est un lac comme les lacs alpins, donc qui a connu une pollution très importante dans le milieu des années le dernier. Et puis, comme les lacs alpins, suite à des efforts de protection de ce lac, on est revenu à des niveaux de phosphore qui étaient tout à fait corrects et qui étaient en dessous des seuils qui avaient été fixés. Donc, les gestionnaires étaient plutôt contents d'être arrivés à restaurer ce lac. Et puis, patatras, à partir de 2011, donc juste à la fin de la figure là, eh bien, ils ont été de nouveau confrontés à des blooms de cyanobactéries. Alors, vous voyez sur la photo en bas à droite du diaporama, ces blooms qui sont visibles depuis le satellite, qui sont traduits par l'arrêt de production d'eau potable, par l'alimentation en eau minérale de 400 000 habitants dans la ville de Toledo. Enfin, vous imaginez un peu tout ce que ça a pu entraîner. Et quand
les chercheurs ont réfléchi à l'origine de ce retour des cyanobactéries. En fait, ils sont arrivés à montrer que ça s'expliquait par trois processus. Le premier processus, c'était le changement dans les pratiques culturales dans le bassin versant de ce lac Erie. Des grandes plaines où on produit du maïs, et progressivement, avec l'arrivée des OGM, du glyphosate, on s'est mis à faire de la culture sans labour. Et la conséquence de cette culture sans labour, c'est que la matière organique et puis ce qui est minéralisé à partir de cette matière organique, et notamment le phosphore et l'azote, restent en surface et ne sont pas remélangés dans le sol comme ça pouvait se faire avec le labour. Alors en soi, ce n'est pas forcément un problème, mais ça peut l'être si les conditions climatiques changent. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans cette zone-là, puisque ce qui a été constaté, c'est que depuis une vingtaine d'années, on a des précipitations printanières de plus en plus fortes, des événements extrêmes même de précipitations. Vous voyez qu'il y a une petite carte à côté qui vous montre que ces événements ont augmenté de 71% dans la zone du lac Erie, enfin dans toute cette zone nord-est américaine. Et donc la conséquence, c'est que quand on a des grosses précipitations comme ça, on a beaucoup de lessivage des sols, et donc on a des apports massifs comme ça de pulses d'azote et de phosphore qui arrivent dans le lac Erie et qui ont participé au développement de ces cyanobactéries. Et le dernier processus aussi qui a été mis en évidence, c'est que les changements climatiques actuels provoquent des changements dans le temps de résidence dans certaines zones du lac en raison des modifications de l'hydrologie des rivières, mais aussi en raison des moindres apports d'eau en été, etc. Enfin, c'est assez complexe. Mais en tout cas, cette augmentation du temps de résidence, c'est aussi un facteur qui a favorisé le développement des cyanobactéries. Donc là encore, vous voyez une échelle de complexité extrême quand on commence à réfléchir à ces phénomènes et toutes les implications que ça peut avoir en termes de gestion si vraiment on veut s'attaquer à ce phénomène-là. La dernière chose que je voulais vous illustrer, avec des exemples concrets, enfin là c'est plus de la considération, c'est qu'il faut garder en mémoire qu'il y a un lien, il existe un lien entre l'état trophique des écosystèmes et les usages qu'on peut en faire. Alors récemment, il y a une publication qui a été faite par des collègues des Pays-Bas sur les petits plans d'eau. Donc je ne sais pas si la figure n'est pas facile à voir quand elle est projetée, mais en gros, ce qui est montré, c'est que ces petits plans d'eau qui vont de plans d'eau à l'état oligotrophe, c'est ceux qui sont en haut de l'image, à des plans d'eau à l'état eutrophe en bas de l'image, peuvent être associés à différents services et usages produits par ces plans d'eau. Vous savez qu'on parle de services écosystémiques. En gros, il y a 4 grandes catégories. Il y a les services de support, par exemple la régulation des crues, ça c'est un service que peut rendre les plans d'eau. Il y a les services d'approvisionnement, par exemple fournir des poissons, c'est un service que rend les plans d'eau. Il y a des services de régulation, par exemple on sait que les plans d'eau peuvent réalimenter les nappes phréatiques, donc c'est un service de régulation, par exemple. Et puis, il y a des services culturels, notamment les activités récréatives, par exemple, font partie des services culturels. Et finalement, si on réfléchit bien, on se voit que ce qu'on constate, c'est que c'est ce que j'ai essayé de vous mettre sur la gauche, là, avec les différents services en fonction de l'état trophique. Eh bien, en fonction de l'état trophique, les plans d'eau ne vont pas rendre les mêmes services écosystémiques. Ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas attendre d'un plan d'eau qui est dans un certain état trophique un service qu'il ne peut pas rendre. Donc ça, c'est important. Ce qui est constaté aussi, c'est que certains usages ou certains services peuvent dégrader la qualité de l'eau et rentrer en conflit avec d'autres usages. Et un exemple, je travaille actuellement avec des collègues sur un programme en Bretagne, sur lequel je reviendrai, où Frédéric Pitois, qui fait partie du projet sur lequel on travaille, nous raconte que sur un petit lac breton, ce qu'ils ont pu observer, c'est que à l'occasion d'un concours annuel de pêche à la carpe, vous savez que les carpistes utilisent beaucoup d'appâts pour faire venir les poissons près de leur canne à pêche, eh bien, on pouvait avoir jusqu'à 50% des apports en phosphore qui arrivaient en 2 journées de concours de pêche à la carpe dans cet étang qui était aussi utilisé par la baignade et qui connaissait régulièrement des proliférations de cyanobactéries. Donc, on voit comme ça que certains usages peuvent dégrader d'autres usages en passant par la qualité de l'eau. Il y a aussi un paramètre dont il faut avoir conscience, c'est que le nombre d'usages possibles pour un écosystème dépend en partie de sa taille. Autant sur les gros écosystèmes, on peut avoir beaucoup d'usages qu'on va
sectorisé dans différents endroits du lac, autant plus l'écosystème est petit et plus il va être difficile d'empiler les usages avec ces risques de conflit d'usage, sachant in fine que finalement tous ces plans d'eau, on se rend compte que ce sont des attracteurs de population et notamment dans le contexte actuel de réchauffement climatique, c'est vraiment quelque chose qui se vérifie de plus en plus. Voilà, alors si on essaye de synthétiser tout ça, on voit que finalement eh bien, le niveau trophique des écosystèmes et les blooms de cyanobactéries dépendent des caractéristiques des écosystèmes, des activités sur le bassin versant, des usages qui en sont faits. Ces trois grands processus définissant la vulnérabilité des écosystèmes, tout ça est sous la dépendance des politiques publiques, tout ça est sous la dépendance de la gouvernance des écosystèmes. Et puis on voit qu'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées, ces changements globaux en bas à droite, qui viennent perturber à la fois les caractéristiques des écosystèmes, mais qui peuvent même directement intervenir eux-mêmes sur les niveaux trophiques de ces écosystèmes. Donc on est dans un système qui est vraiment extrêmement complexe dont il faut avoir confiance. Alors juste pour finir ce matin l'exposé, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que finalement, donc compte tenu de tout ça, il faut avoir conscience qu'il faut apprendre à vivre avec les cyanobactéries tout en essayant de limiter les expositions humaines à ces cyanobactéries. Et ça passe par la surveillance des écosystèmes, ça passe par l'information, ça peut passer par l'interdiction et ça passe aussi par l'investissement à travers les mesures qu'on peut prendre pour essayer de protéger ou restaurer ces écosystèmes. Ça, j'en parlerai en fin de journée aujourd'hui. Alors, cette surveillance des écosystèmes, eh bien, jusqu'à maintenant, elle était surtout institutionnelle. Elle était faite au niveau des plans d'eau pour l'eau potable ou des plans d'eau pour la baignade. Et elle couvrait partiellement les plans d'eau. Hein. Elle couvrait ceux qui avaient les usages que j'ai évoqués précédemment. Elle ne couvrait pas tous les usages. Par exemple, les plans d'eau de pêche ne font pas l'objet d'une surveillance, alors que finalement, les pêcheurs peuvent se trouver exposés eux aussi aux toxines à travers la consommation de poissons. Donc, ce qui est notable aussi, c'est que depuis quelques années, il y a des efforts importants de communication des résultats, d'information au grand public, mais on se rend compte que ça ne répond pas quand même toujours totalement aux attentes du public. Et pour illustrer ça, je vous ai mis dans le panel de droite des copies d'une page Facebook d'un groupe qui s'appelle Cyanobactéries Alert, qui est un groupe de citoyens qui en fait de la surveillance et les gens prennent des photos de plans d'eau, les transmettent sur la page Facebook et il y a un administrateur qui fait la synthèse de cette transmission et qui montre qu'il y a une véritable volonté du public de se mobiliser pour s'investir dans la surveillance. Et cette volonté, je pense que c'est un atout sur lequel on doit s'appuyer dans les années à venir pour justement modifier un petit peu notre vision de la surveillance et l'élargir à ce grand public. Alors c'est ce qui est fait actuellement, hein. Vous avez divers programmes de surveillance participative. Je vous ai mis 2 pages web, 2 pages Facebook, là encore un programme américain qui s'appelle CyanoTracker, qui fonctionne depuis quelques années, un programme qu'on a lancé sur le bassin de la Rance, sur le projet dont je vous parlais tout à l'heure, où l'été dernier on a commencé à mettre en place une surveillance participative qui a été un peu perturbée avec le Covid, mais on va recommencer cette année. Et puis, je vous mets juste une diapositive que je vais commenter brièvement. C'est une surveillance participative qu'on a mis en place en Afrique, sur un État en Côte d'Ivoire, et qui a extrêmement bien fonctionné. Alors, je vois que je suis un peu juste dans les temps, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais plus m'étendre sur la dernière diapo, qui est plus une diapo sur les conclusions de cette expérience en surveillance participative qu'on a. Donc, l'intérêt d'impliquer les citoyens dans la surveillance, ça c'est tout d'abord d'élargir le réseau de surveillance, parce qu'on va avoir des données sur des lacs qui n'étaient pas surveillés jusqu'à présent. C'est de fournir des données qui peuvent être scientifiquement intéressantes hein, pour les chercheurs. Plus on aura de lacs qui feront l'objet de surveillance, et plus ça peut être intéressant. Et puis, le deuxième intérêt qui paraît moins évident au départ quand on s'intéresse à ça, mais qui finalement se révèle tout aussi important que le premier, c'est de permettre de sensibiliser et d'éduquer à la problématique des cyanobactéries les citoyens, de les éduquer aux risques associés, aux causes de prolifération, aux moyens de lutte. Et je pense que cette éducation, elle est fondamentale pour leur permettre de comprendre notamment après les restrictions qui peuvent être mises sur certains plans d'eau et sur certains usages dans ces plans d'eau. Alors les limites aussi, il faut avoir bien conscience que ces programmes de sciences participatives ont des limites et ne sont pas faciles. C'est la validation des données citoyennes parce que les photos de smartphone, c'est pas toujours suffisant. Donc c'est ainsi qu'en Bretagne maintenant, on a des observateurs qui
qui sont un peu plus importants que les autres, qu'on appelle les sentinelles. Et ces sentinelles, on leur donne des tubes avec un peu de Lugol qui nous permettent, quand ils font des photos de gouttes de cyano, ils nous prélèvent un tube dans lequel ils rajoutent du Lugol et on peut vérifier et valider leurs données comme ça et avoir quelque chose d'un peu plus solide. Le deuxième point important, c'est la pérennité des dispositifs de surveillance, parce que souvent, il y a beaucoup d'enthousiasme au départ, mais l'enthousiasme s'effrite. Donc, il y a des moyens d'entretenir cet enthousiasme. J'aurais pu vous l'expliquer avec la diapo d'avant, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on a les moyens, mais il faut avoir bien conscience de ça, qu'il faut entretenir ça. Et puis, la troisième difficulté, et là je terminerai vraiment là-dessus, c'est l'articulation entre cette surveillance citoyenne et la surveillance institutionnelle, qui n'est pas toujours évidente, notamment comment on intègre les résultats de la surveillance citoyenne dans les bases de données, comment on l'intègre dans les systèmes d'alerte qui sont utilisés par les institutions, par les ARS, etc. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser aussi dès qu'on met en place ce genre de processus de surveillance. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-François. Alors du coup, on a quelques questions, mais on va le faire un peu rapidement pour laisser aussi du temps aux prochains intervenants. Pas que 3 minutes, hein, quand même. Pas de souci. Sur le lac Érié, on a une question sur le changement des pratiques culturales. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce changement de pratique? Oui, eh bien en fait, vous savez, quand il y a eu le développement des OGM, hein, qui a été fait essentiellement aux États-Unis, on s'est mis à planter du maïs OGM, et ce maïs OGM, il résiste au glyphosate, qui est un herbicide. Et donc, en fin de saison de culture, avant, quand on avait récolté le maïs, les agriculteurs labouraient pour avoir un sol propre avant de replanter l'année d'après. Et maintenant, la pratique, elle est qu'une fois que le maïs est récolté, on passe du glyphosate sur la parcelle, on laisse mourir tout ce qui était dessus, et puis l'année d'après, on replante sans labour directement dans le sol, quoi. Et donc, ces pratiques de non-labourage font que finalement, on a une couche de détritus à la surface du sol qui se trouve être très riche en éléments organiques, mais aussi en éléments minéraux, et que si là-dessus on met beaucoup de pluie qui va entraîner cette couche avec elle dans les ruisseaux, dans les rivières, puis dans les lacs, eh bien on apporte comme ça des quantités importantes en une ou deux crues, on peut apporter une quantité tout à fait significative de nutriments dans l'écosystème récepteur. Donc, il y a une autre question, je pense, concernant plutôt le lac Victoria, sur notamment est-ce que la perche du Nil était présente, mais plus globalement, comment l'eutrophisation entraîne l'appauvrissement en oxygène et quel est l'impact ensuite sur la vie aquatique piscicole? Oui. Alors, la perche du Nil, non, elle n'était pas présente, elle a été amenée, je l'ai dit rapidement, je pense, dans les années 60, et en fait, pendant 20 ans, elle a été introduite, mais elle n'a pas franchement proliféré. Pendant 20 ans, elle s'est tenue tranquille, et c'est dans les années 80 qu'elle a commencé à proliférer. Et quand je dis proliférer, c'est-à-dire que c'est des poissons monstrueux. Vous avez vu la photo, faire 1,50 m de haut, enfin de long, je veux dire. Et en même temps qu'elle a proliféré, d'ailleurs, on a assisté à la disparition de toutes les espèces de poissons endémiques du lac, hein. Il y avait beaucoup de cyclidés endémiques qui ont disparu. Et donc, la perche du Nil, c'est devenu une ressource considérable pour le lac. Il y a des bateaux-usines qui se sont installés partout autour du lac. On avait des usines de transformation de perches du Nil avec des filets qui partaient dans le monde entier. Et puis, à force, par contre, de pêcher cette perche, il s'est passé ce qui s'est passé dans nos océans, c'est-à-dire qu'on a progressivement épuisé le stock et actuellement, la perche du Nil est revenue à des niveaux beaucoup plus faibles. Et, bonne surprise, les cyclidés qui avaient disparu commencent à revenir. Donc, on est en train dans le lac principal, de reconstituer un écosystème qui ressemble un petit peu à celui qu'on pouvait avoir avant. Alors, la deuxième question... L'oxygène. Ah oui, l'oxygène. Alors oui, l'oxygène, c'est toujours la même histoire, hein. Quand vous produisez beaucoup de biomasse organique, donc beaucoup de phytoplancton ou beaucoup d'algues même, ces algues, elles vont finir leur vie à un moment donné, elles vont sédimenter, hein, progressivement tomber au fond du lac. C'est de la matière organique qui va être consommée par les bactéries.
Les bactéries sont des organismes qui respirent, c'est-à-dire qui consomment l'oxygène. Et donc, si vous avez beaucoup d'activité bactérienne, vous avez beaucoup de respiration. Et au bout d'un moment, si le fond du lac n'est pas brassé, eh bien, à force de respirer, vous épuisez tout l'oxygène et vous arrivez à des situations d'anoxie. C'est ce qui se passe d'ailleurs au fond du lac Victoria actuellement, mais c'est ce qui se passe aussi dans beaucoup d'écosystèmes en France, qui peut conduire d'ailleurs à des mortalités massives de poissons dans des étangs quand on a des blooms de cyanobactéries. Ok. Une toute dernière question très rapide. Est-ce que du coup le lien entre les blooms dans les plans d'eau peut être lié à ceux dans les cours d'eau? Alors, vous allez le voir, il n'y a pas de... Les blooms, ce n'est pas les mêmes espèces. C'est-à-dire que Catherine en parlera en fin de matinée, Catherine Quiblier en parlera en fin de matinée. Mais non, il n'y a pas de lien. Par contre, il y a un lien direct entre l'eutrophisation des cours d'eau et les blooms de cyanobactéries dans les plans d'eau récepteurs, puisque les nutriments vont arriver par les rivières essentiellement dans les plans d'eau. Mais par contre, il n'y a pas de lien direct entre les deux types de prolifération. Celles des rivières sont vraiment très différentes de celles des lacs. Elles ne sont pas forcément liées d'ailleurs à l'eutrophisation. Ok, merci beaucoup.